Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va mieux. Je suis enfin de retour sur YouTube. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Premièrement, comme je l'avais expliqué, j'avais des examens la semaine dernière et des entretiens pour mes futures études, tout genre de choses. Donc je vous mens pas que j'avais pas du tout le temps à consacrer à la chaîne YouTube. Et entre deux, j'ai été malade, alors je pense que ça se sent encore au niveau de ma voix. Maintenant ça va mieux, mais voilà, j'ai encore quelques séquelles. Notamment forcément au niveau de la voix, j'ai été assez touché à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça se ressentira pas trop en vidéo. Je vais faire en sorte de toute façon avec le montage, tout ça, de rendre ma voix la plus fiable et la plus viable surtout possible pour vos oreilles. Mais normalement ça devrait aller, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Le programme de cette vidéo finalement vous le connaissez déjà puisque je l'ai publié dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et aussi sur mon Discord. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas à le rejoindre. Du coup aujourd'hui nous allons parler de George Lucas qui est je pense artistiquement la personnalité la plus controversée du cinéma moderne. Pour certains, c'est un visionnaire, pour d'autres, c'est un businessman, pour certains, c'est un artiste, pour d'autres, ça n'en est pas un. En tout cas, peu importe ce que l'on pense de lui, c'est une personnalité qui aura clairement impacté l'histoire du cinéma pour toujours. Avant toute chose, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, c'est très important, et aussi à commenter, pourquoi pas en me donnant votre avis sur la vidéo, ou même sur George Lucas. Si vous venez de découvrir la chaîne, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc, George Lucas est né le 14 mai 1944 à Modesto en Californie. Il est issu d'une famille modeste avec son père qui était propriétaire d'une papeterie et sa mère qui, elle, avait une santé qui était relativement fragile. Très vite, George Lucas va devenir un fan de comics, mais aussi de séries B, notamment Flash Gordon qui passait à l'époque. Donc malgré cet attrait très rapide pour la culture et l'art en général, on va un petit peu tout de suite faire un petit saut dans le temps et arriver à ses 16 ans. Puisque à ses 16 ans, George Lucas va passer son permis de conduire et le rêve de George Lucas à ce moment-là, c'est de devenir un pilote automobile. En fait, c'est aussi devenu par le passé un grand fan de voitures justement et il est tout simplement bluffé par les hautes vitesses. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, George Lucas à l'école n'est pas forcément un très bon élève et surtout, comme je l'ai dit, en ayant développé cette passion pour l'automobile, il va commencer vraiment à vouloir s'y mettre à fond. Sauf que ce rêve va vite, mais vraiment très vite prendre fin, puisqu'au bout de seulement 2 ans de permis, il va avoir un accident extrêmement grave qui va le laisser plusieurs mois en convalescence et va définitivement lui fermer la porte de son rêve qui était de devenir un jour pilote. Cet attrait pour la course automobile d'ailleurs, vous regardez, on le retrouve assez souvent dans la carrière de George Lucas. Plus tard, il fera un court-métrage étudiant pour son école à Los Angeles qui sera nommé Une 4208. Métrage mettant en scène littéralement une Lotus 23, donc une voiture de course de l'époque, faire des chronos. En fait, concrètement, faire des chronos sur un circuit, mais surtout avec des prises de vue qui sont relativement, je trouve, visionnaires pour l'époque. En effet, c'est un court-métrage qui date de 1966, et clairement, ce genre de prise de vue que vous voyez justement dans ce court-métrage, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez le trouver assez facilement, c'est des choses que l'on retrouvera plus tard en 1999 dans La Menace Fantôme lors de la course de Pods. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à la passion de George Lucas pour les voitures, vous pouvez voir si vous suivez un petit peu la Formule 1, qu'il est assez souvent invité d'ailleurs, sur justement le Grand Prix des États-Unis en général, mais on le voit de temps en temps aussi à Silverstone. Il est très présent en fait dans le domaine de la course automobile, même encore maintenant, même si maintenant ce n'est plus qu'un spectateur finalement. Il a toujours eu cette passion pour l'automobile. D'ailleurs, Star Wars, à plusieurs reprises, lorsque Lucasfilm était sous sa présidence, a pu faire sa promotion via des livrets de Formule 1, notamment il me semble avec Red Bull en 2005 pour Star Wars épisode 3. D'ailleurs du coup forcément c'est après l'accident dont je parlais, qui lui a fermé les portes pour devenir pilote, que George Lucas décidera de se tourner vers une école de cinéma. Et comme il a souvent été dit, lorsqu'il était étudiant, c'était quelqu'un d'assez réservé, qui était pas trop fan de déléguer tout ce genre de choses et de pouvoir justement faire ses propres projets, même si pour le coup, au début, il n'était pas forcément un scénariste. C'est vrai que George Lucas plus tard deviendra une personne qui écrira ses propres histoires, qui du coup sera aussi à la création de bon nombre de grosses franchises de nos jours. Voilà, à cette époque, faire des scénarios, c'est pas forcément son truc, et d'ailleurs, il va tout de suite faire beaucoup de réalisations, puisque l'école de cinéma lui demande de faire énormément de courts-métrages, et un de ces courts-métrages va lui permettre de décrocher un stage de 6 mois chez Warner Bros. Donc en 1968, après l'obtention d'un prix dans la catégorie film dramatique pour un de ses courts-métrages étudiants, que George Lucas va faire la rencontre de Francis Ford Coppola lors de son stage de 6 mois à la Warner, et là naîtra forcément une grande amitié qui est vraiment connu de tous. On parle même d'une amitié qui est assez fraternelle entre les deux. Coppola, artistiquement, va avoir un impact extraordinaire sur George Lucas. Coppola qui poussera George Lucas plus tard à, par exemple, écrire ses propres scénarios. Parce qu'en fait, Coppola, si vous voulez, comme je l'ai dit, une grande amitié va naître entre les deux, une amitié vraiment fraternelle. Pourtant, c'est vraiment des personnalités qui sont complètement opposées. George Lucas, comme je l'ai dit, est très introverti, là où Coppola, lui, est vraiment quelqu'un de plutôt connu pour être extraverti, justement. Mais aussi, comme je le disais au début de cette vidéo, George Lucas, durant ses études, était déjà vu comme quelqu'un qui était pas trop fan de déléguer tout ce genre de choses,
Et du coup, en fait, Coppola, ayant cerné un peu le personnage, qui est quelqu'un qui aime avoir la main sur son projet de A à Z, va vraiment l'encourager justement à écrire aussi ses propres scénarios. Et au final, on se rend compte que c'est peut-être le meilleur conseil qu'aura donné Coppola à George Lucas, c'est peut-être même le meilleur conseil de sa carrière d'ailleurs pour George Lucas, puisque c'est ces scénarios qui feront vivre des histoires qui maintenant sont devenues, comme je l'ai dit, des grosses franchises. Alors là, nous allons parler de la première société de production que George Lucas a cofondée, car oui, ce n'est pas Lucasfilm, il s'agit de American Zoetrope, il a cofondé avec Francis Ford Coppola. Alors cette boîte actuellement est bien toujours active, c'est une société de production maintenant qui est dirigée par les enfants de Francis Ford Coppola. Cette société, comme je l'ai dit, est toujours active d'ailleurs, puisque le dernier film qu'elle a produit, c'est justement le film de Francis Ford Coppola qui est Megalopolis. Et elle a aussi participé à la production par exemple de Sleepy Hollow ou encore de Apocalypse Now. Pour George Lucas, ça nous mène à la création de son premier long métrage qui est THX 1138, puisque ce long métrage ne sera pas du coup produit par Lucasfilm, mais bel et bien par cette société American Zoetrope. Il faut savoir bien évidemment que THX 1138 sera aussi coproduit par Warner Bros qui prêtera notamment plus de 300 000 $ pour faire le budget justement de ce film. Pour la petite anecdote, puisque vous savez très bien que George Lucas est connu pour souvent parler de poésie, de rimes, d'ailleurs il y a plusieurs mèmes par rapport à ça, c'est assez poétique puisque THX 1138 est l'adaptation même de Electronic Labyrinth, et le fameux court-métrage qui en 1968 a permis à George Lucas de décrocher son stage de Warner Bros. Et alors ce qui est assez déjà compromettant un petit peu pour cette société de production, et qui vise déjà à faire partir George Lucas, c'est que l'ambiance de travail entre lui et Francis Ford Coppola, en fait, il y a un gros écart de vision. Si vous voulez, George Lucas, lui, il voulait vraiment créer une compagnie plutôt familiale avec une bonne ambiance, là où Coppola, lui, c'était vraiment faire une grosse firme. Lui, il voulait vraiment faire quelque chose qui soit une alternative déjà aux grosses boîtes de production, par exemple la Warner. Et encore une fois, quand on connaît la suite de l'histoire, ça redevient une nouvelle fois quelque chose d'assez ironique, je trouve. Alors qu'est-ce que ça va donner THX 1138 ? Déjà, l'acteur principal sera Robert Duvall, qui avait été justement repéré par George Lucas sur le tournage de Francis Ford Coppola qui tournait à ce moment-là Les Gens de la Pluie. Alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Ça va être compliqué, ça va être très très compliqué puisque la Warner va tomber des nues quand ils vont voir le montage final. Ils vont trouver que c'est mauvais, que c'est impropre à sortir même. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement compliqué, je trouve, en interne. Warner va même demander à être remboursé de l'argent qu'ils ont avancé parce qu'ils trouvent ça tellement mauvais que pour eux c'est pas possible, ce qui va complètement endetter Francis Ford Coppola d'ailleurs, qui pour faire le parrain devra se tourner vers la Paramount et ne pourra même pas faire une autoproduction par exemple comme là ils avaient fait plus ou moins. Le film va sortir 2 ans après son tournage parce que la Warner va demander clairement un remontage, ça va être complètement aussi la fracture entre Coppola et George Lucas puisque en fait George Lucas va quitter American Zoetrope pour créer Lucasfilm. THX 1138 sortira en 1971 après un remontage etc. Et les résultats seront vraiment pas top. Ce sera pas top en termes de box-office, et même critique, ce sera pas terrible du tout. Cependant, le film va quand même faire dire à Steven Spielberg que c'est un des meilleurs films de science-fiction qu'il a jamais vu, et justement, auprès des gros réalisateurs de l'époque, beaucoup vont mettre le film quand même sur un certain prisme, ce qui est assez d'ailleurs ironique quand on y pense, puisque le public, lui, va plutôt le critiquer, là où par exemple, même les sociétés de production qui étaient la Warner Bros., elle aussi n'était absolument pas confiante. À juste titre au final quand on voit les résultats, mais ce que je veux dire c'est assez ironique derrière de voir des réalisateurs qui sont des réalisateurs en plus de renom mettre le film dans un certain prisme comme je l'ai dit et justement dire bah que c'était bon quoi. D'ailleurs pour faire un petit aparté vous voyez que là aussi ici le problème ça avait été le montage et souvenez-vous ça on en parlera peut-être un peu plus tard dans la vidéo mais pour Star Wars Un Nouvel Espoir il y avait eu aussi ce problème là avec un premier montage qui était pas bon etc qui avait dû être monté par Marcia Lucas tout ce genre de choses et au final c'est assez... Je trouve que c'est assez, quand on met en parallèle, on voit un petit peu déjà les petites faiblesses de George Lucas. C'est-à-dire qu'au niveau du montage, c'est pas forcément celui qui est le meilleur. Du moins à ce moment-là de la carrière. Suite à ça, bien évidemment, George Lucas va quitter American Zoetrope et va créer Lucasfilm. Voilà, ça y est, ça sort, ça existe. Lucasfilm est créé en 1970. Il va sortir en 1971 son premier film, c'est-à-dire American Graffiti. Il sera aussi coproduit par Universal Studios. Coppola sera aussi de la partie dans la production. Mais pour ce film American Graffiti, là, on est sur une autre chose. On n'est plus sur l'échec de THX 1138, puisque American Graffiti, en 1973, devient le film le plus rentable de son époque, avec un budget de 777 777 $, va rapporter 115 millions de dollars au box-office américain, avec plus de 1 million d'entrées en France aussi. C'est un jackpot, parce qu'en fait, ce film se passe d'ailleurs à Modesto en Californie, ville de naissance de George Lucas. On voit clairement d'ailleurs que George Lucas s'est inspiré d'éléments de sa vie et de ce qu'il aimait, les voitures, l'ambiance un peu rock. Ça va être une transcription de ce que George Lucas aime. D'ailleurs, quand on sait que ce film résulte d'un pari entre Coppola et George Lucas, on se dit quand même que les gars avaient des couilles. Ils mettaient quand même des sacrées sommes d'argent juste pour se faire un pari et voir ce que ça donne un petit peu.
Je trouve ça assez fun comme anecdote, mais vraiment, sur ce film American Graffiti, que je possède d'ailleurs en Blu-ray, il est génial. Ce qui est fort aussi, c'est que ça va mettre en avant des acteurs qui maintenant sont des acteurs mythiques. Richard Dreyfuss, Ron Howard. Bon, Ron Howard, c'est surtout au niveau de la réalisation, où c'est derrière que ça a vraiment percé. Harrison Ford, bien évidemment, comment ne pas citer Harrison Ford. George Lucas va être nommé au Golden Globe en 1974 pour le titre du meilleur réalisateur qu'il ne remportera pas. Cependant, le film va tout de même recevoir plusieurs récompenses, notamment au niveau des Golden Globes, notamment Paul Lema qui va remporter le prix de la révélation masculine de l'année. Le film va aussi s'en sortir avec la récompense de la meilleure comédie ou comédie musicale de l'année. C'est d'ailleurs la première fois que George Lucas va vraiment faire un contre-pied par rapport à ses valeurs cinématographiques, puisque jusque-là, ses courts-métrages étudiants et même son premier long-métrage étaient des ambiances avec une ambiance assez lourde, assez froide, qui justement voulait tout le temps pousser beaucoup le côté très cérébral. Là, clairement, il fait quelque chose de beaucoup plus léger, avec un ton plus léger aussi, et pourtant, bah ça marche. Ça marche. Ensuite, bien évidemment, George Lucas va lancer Star Wars. Entre deux, il y a une petite anecdote assez sympa, je pense, à savoir. Il a failli réaliser Apocalypse Now. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des divergences artistiques avec Coppola. C'est ça qui est d'ailleurs, comme je le disais, c'est une amitié qui est vraiment fraternelle. Mais quand on regarde, bah, il n'y a aucun point commun artistique entre les deux. À chaque fois qu'il a voulu avoir un projet ou une collaboration entre eux, ça a flop. Ça a flop d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de gain de cause, entre guillemets, de l'amitié entre les deux personnes. Et du coup, George Lucas, pour créer Star Wars, son invention, qu'il a écrite, tout ça, on va revenir sur plusieurs anecdotes, mais on va vite fait aller à l'essentiel. Il va réussir à obtenir un financement de la part de la Fox, qui deviendra d'ailleurs le partenaire, j'ai envie de dire, un petit peu de la saga durant les deux premières trilogies, puisque vous regardez que ce soit le 4, le 5, le 6, le 1, 2, 3, la Fox a toujours été impliquée dans la sortie de ses films, et donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que Star Wars va commencer à pouvoir tourner dès 1976. Cependant, je voulais revenir sur plusieurs anecdotes. Déjà, les fameuses anecdotes du scénario pourri du premier scénario, c'est souvent des choses que les personnes aiment ressortir, dire que il y a eu un premier jet avec le fameux scénario qui a été présenté à Coppola, il me semble Scorsese et Spielberg qui ont dit que c'était de la merde, qu'il fallait le refaire. Et du coup, beaucoup de personnes utilisent ces arguments-là pour dire que George Lucas est mauvais. Non, bah, il faut arrêter tout de suite de refaire l'histoire. Lorsque vous écrivez un scénario, ce n'est jamais d'un coup d'un seul. Je pense que certaines personnes sont un peu de mauvaise foi, et ils aiment beaucoup mettre en avant le fait que voilà, il y a des moments où George Lucas s'est foiré, et en fait, ce qu'ils oublient, c'est que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Déjà, Lucas n'était pas un scénariste de métier, première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, il a fait un premier jet qu'il a montré à ses potes lui ont dit que c'était de la merde. Ok, il l'a retravaillé, ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent ce genre de choses, ça c'est des choses qui sont un peu, je trouve, injustes. Mettre en avant l'échec, mais derrière ne pas savoir reconnaître qu'il a su justement retravailler son sujet et faire en sorte de donner une meilleure histoire. Beaucoup de personnes ont du mal à le dire, ce qui est un peu dommage je trouve, parce que je pense que quand on a la facilité de dire que c'est mauvais, on doit d'ailleurs avoir la facilité de dire, bah justement ça a progressé. Et vraiment, Lucas pour le coup, quand vous regardez, parce que le premier scénario en question, vous pouvez vous trouver un comics, je ne sais pas s'il se vend encore, je le vois plus trop d'ailleurs au niveau des magasins, ce genre de choses, mais il y a un comics qui se nomme La Guerre des Étoiles, et vous verrez dessus, en fait, c'est littéralement ce que George Lucas avait prévu dans son premier scénario. Alors, clairement, l'adaptation comics, c'est fun à lire, je vais pas dire que ça aurait été bon en film, clairement ça aurait été hyper cliché, ça aurait été beaucoup trop série B, et je pense pas que Star Wars aurait eu le succès qu'il y a eu. Donc tant mieux que tout le monde lui ait dit que c'était de la merde à l'époque et qu'il a retravaillé son sujet, mais voilà, il faut quand même le souligner justement. Pour ce film, il va quand même avoir le privilège de pouvoir tourner avec Alec Guinness, qui d'ailleurs ne comprend pas forcément son rôle, clairement. Il pense pas d'ailleurs tourner dans un futur chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Pour lui, il est vraiment dans un truc, il se fait un bon chèque, quoi, on va dire. Et Alec Guinness, franchement, pour l'époque, bah vous vous rendez compte, même encore maintenant, je dis pour l'époque, mais Laurence d'Arabie, voilà, c'est quelqu'un quand même qui est habitué, ou même Cromwell, c'est quelqu'un qui fait des films extraordinaires. Donc c'est de la chance pour George Lucas de pouvoir tourner avec cette personne. Après, il va se baser sur un casting. Alors, il connaissait déjà Harrison Ford d'une précédente collaboration sur American Graffiti, mais sinon vous regardez, il va se baser sur un casting avec des acteurs qui sont jeunes et inconnus du public, avec Mark Hamill, Carrie Fisher notamment. Après, en termes de Dark Vador, vous aurez David Prowse qui sera lui-même doublé par James Earl Jones. Ce que je veux dire, c'est que Star Wars va apporter du renouveau. George Lucas d'ailleurs va y mettre tout ce qu'il passionne dans le cinéma, puisque George Lucas était à la base un grand fan de Kurosawa. D'ailleurs, THX 1138 initialement, il avait souhait de le tourner au Japon, mais par rapport à son budget, c'était juste impossible. Mais vous regardez, par exemple, beaucoup de designs, que ce soit celui de Dark Vador ou quoi que ce soit, sont vachement inspirés, je trouve, de cette culture asiatique. Certaines mises en scène aussi. C'est quelqu'un, George Lucas, qui était, comme je l'ai dit, très fan de Kurosawa, et je trouve que ce côté assez
chevaleresque qu'on peut retrouver dans les films de Kurosawa, on le retrouvera aussi dans Star Wars. Star Wars, ça va être du terre à terre. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas des caisses, on va pas en faire des caisses, on va pas en faire des tonnes, ça va être... En fait, malgré que ce soit une fiction, on pourrait tellement s'y mettre, quoi. On peut tellement se mettre à la place, alors qu'à l'époque, justement, souvent ce qui est dans la fiction et ce genre de choses, bah on n'arrive pas à s'y intégrer. Là, par exemple, Star Wars, c'est tellement terre à terre, et malgré ce contexte qui est complètement différent de notre monde, ça permet aux spectateurs de s'y retrouver. Attention, Lucas a retravaillé son scénario, les films et tous les rushs ont été faits, enfin bref, le tournage est fini. Vient alors l'heure du montage, et alors, catastrophe. Catastrophe, le premier montage est pourri. Clairement, George Lucas, lorsqu'il le voit, et apparemment il a été en état de choc, il était vraiment choqué de voir le résultat qui avait été tout simplement conclu avec tous ces rushs. Il va demander au monteur d'ailleurs de retravailler le truc, le monteur il va lui dire non, donc George Lucas va le renvoyer. C'est là que Marcia Lucas ainsi que Paul Hirsch vont être engagés, et c'est eux qui vont sauver ce fameux montage. Et alors une nouvelle fois, ce qui est assez ironique je trouve, c'est que les personnes qui ont parlé de cette fameuse anecdote du montage ont tout de suite dit que c'était George Lucas qui avait fait un montage de merde, qui avait... Voilà, ils ont tout mis sur son dos, alors que la réalité des choses, c'est qu'il y a eu un monteur qui a suivi des premières directives, mais qui derrière a peut-être pris un petit peu trop de liberté, justement, sur la façon dont il fallait monter. Après, le souci aussi, c'est que George Lucas, et d'ailleurs ça vous le retrouvez dans la prélogie et même dans tous les films où il est derrière la caméra, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de plans fixes. C'est pas... La caméra, vous la voyez pas bouger forcément dans tous les sens. C'est pas un gros travailleur de l'image en fait. Il va pas être là et constamment chercher l'image parfaite. Il est pas là pour faire ça. George Lucas, il est vraiment dans une simplicité de réalisation avec, comme je l'ai dit, pas mal de plans fixes. Et par rapport au montage, bah justement, pour donner un film dynamique, il faut vraiment se surpasser. Ce que n'avait pas su faire le premier monteur. Par contre, Marcia Lucas, derrière, va faire un travail extraordinaire. Même Paul Hirsch, d'ailleurs, ça va être extraordinaire. Vous retrouverez finalement le premier jet, Star Wars épisode 4, celui qui sortira au cinéma en salle, qui fera un carton plein, qui deviendra le plus gros succès de son époque au box-office, qui va lancer aussi clairement cette mode du blockbuster. Alors, George Lucas, le problème à ce niveau-là, c'est que quand vous regardez George Lucas initialement, lui, quand il fait son école de cinéma, lui, ce qu'il voulait faire, c'était des films d'auteur. C'était faire des films qui font poser des questions au public. C'était aussi réaliser des documentaires. Et là, vous vous rendez compte, tout de même, que même par rapport à American Zoetrope, il voulait faire une entreprise familiale, mais avec ce film Star Wars épisode 4, Lucasfilm devient automatiquement une grosse firme et une grosse pointure dans le monde du cinéma. Et George Lucas, lui, se retrouve en étant finalement le réalisateur, peut-être pas le plus convoité, mais en tout cas le réalisateur qui a fait le film le plus fort de l'histoire à ce moment-là. Alors George Lucas, pour ce Star Wars épisode 4, en fait, il va tellement se donner, parce qu'encore une fois, c'est vrai que pas mal d'interviews ont été données, où on voyait même Carrie Fisher qui disait que des fois, George Lucas n'était tout simplement même pas présent physiquement sur le plateau de tournage, mais c'est qu'en fait, George Lucas a tellement de mal à gérer son emploi du temps, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il fait un projet, il veut être là de A à Z. Sauf que, humainement parlant, c'est juste impossible. Lui, il voulait être dans la production, il voulait être dans la post-production, il voulait être au scénario, il voulait être à la réalisation. Donc forcément, on peut pas être partout en même temps, à moins qu'on ait un pouvoir de dédoublement, mais ce qui est pas le cas du coup de George Lucas. Mais il va être forcément, il y a des moments où il va être un peu plus absent sur le tournage. Et puis certains même, comment dirais-je, certains acteurs vont un peu se demander quoi. Et c'est normal parce qu'à l'époque, ça se passe pas comme ça du tout. Maintenant, ça se passe un peu plus. Vous regardez les super productions. Parfois, on va même aller jusqu'à désigner certaines équipes qui vont carrément aller sur d'autres endroits pour tourner d'autres scènes de films parce que on n'a pas le temps et on veut être partout. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, bah voilà, il y a eu certaines scènes qui ont été tournées par d'autres équipes c'était pas Peter Jackson qui était présent physiquement sur le lieu de tournage parce que lui-même était en train de tourner d'autres scènes, mais c'était sous sa directive. Là, on retrouve un petit peu ce format-là avec George Lucas. À l'époque, c'est assez mal vu parce que ça ne se fait pas du tout. Et justement, George Lucas, c'est ce qui résume un peu sa carrière. C'est que toute sa vie, il a été en avance sur son temps quand on regarde. Ce que a fait George Lucas à l'époque, c'est ce que beaucoup font maintenant. Et même au niveau des techniques plus tard utilisées par exemple aux effets spéciaux ou ce genre de choses, ça a été un des premiers à utiliser beaucoup le fond vert. Quelque chose qui avait été vivement critiqué d'ailleurs au moment de la sortie de la prélogie par exemple. Maintenant, vous regardez, 90% des blockbusters, c'est du fond bleu et du fond vert avec de la CGI. Donc vous voyez, ça a toujours été ça, George Lucas. C'est pour ça que c'est une personnalité qui est très controversée aussi, c'est que constamment dans sa vie, il a été, je trouve, en avance sur son temps, sur beaucoup de points. Et des fois, alors attention, quand je dis qu'il a été en avance sur son temps, c'est pas forcément tout le temps pour des bonnes choses. Il a des fois peut-être, je pense, eu des mauvais actes, qu'on parlera justement un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a eu, malgré lui, parce que c'était pas du tout son objectif, ce temps d'avance. D'ailleurs, George Lucas va s'illustrer comme étant un excellent businessman aussi, puisque à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aussi pouvoir négocier les droits sur les produits dérivés de Star Wars. Et donc là,
Vous imaginez déjà la monnaie qui rentre. En fait, il avait fait ça tout simplement pour pouvoir être indépendant. Lui, ce qu'il cherchait, c'était de plus en plus être indépendant. Il était clairement en quête d'indépendance. Et le fait que ce film ait autant bien marché et d'avoir le droit sur les produits dérivés, autant vous dire que George Lucas, à ce moment-là, bah, c'est le roi du pétrole, faut dire ce qui est. Et surtout, il atteint son objectif de pouvoir, finalement, devenir indépendant. D'ailleurs, Star Wars épisode 5, qui sera la suite du coup de ce Star Wars, à l'époque nommé juste Star Wars d'ailleurs, va être en autofinancement. Donc première réussite pour George Lucas, il va pouvoir autofinancer ses films. Alors là, la différence, c'est qu'il ne va pas réaliser, il va confier la réalisation à un ancien professeur qu'il a eu, Irving Kershner. Et d'ailleurs, on va le voir, puisque c'est vrai que malgré que George Lucas sera assez présent sur le plateau, tout ce genre de choses, il savait une nouvelle fois qu'il ne pourrait pas réaliser. D'ailleurs, il a pris un petit peu, j'ai envie de dire, leçon du premier opus, où il n'était clairement pas tout le temps là, etc. Sauf que là, il a préféré favoriser tout de même la présence d'un réalisateur qui pourrait constamment être là. Et Irving Kershner était son mentor, donc forcément, pour lui, je pense que le choix était naturel à ce moment-là. George Lucas sera donc vraiment très impliqué au niveau de la production, de la post-production. D'ailleurs, George Lucas, au niveau des métiers de la post-production, c'est quelqu'un qui a eu un impact significatif. Il est à l'origine de la création de ILM, Industrial Light Magics, qui est devenue finalement maintenant la société référence pour les effets spéciaux. On va pas se mentir, leurs derniers effets spéciaux, en général, c'est pas terrible. Mais ça va sur la courbe un petit peu des effets spéciaux des années 2020. Mais quand vous regardez à l'époque, c'est devenu quand même ceux qui ont fait Jurassic Park, Star Wars, qui ont été en fait dans les films qui ont tous innové quelque part en termes de post-production. D'ailleurs, beaucoup de personnes dans le milieu du cinéma disent que George Lucas est un peu une sorte de Léonard de Vinci. C'est quelqu'un qui innove et qui n'a pas peur d'innover justement. Donc Star Wars épisode 5 va être un pur chef-d'œuvre, critique, mais aussi au niveau commercial, il faut aussi le prendre en compte. Donc encore une fois, là-dessus, sur l'aspect artistique, il faut prendre en compte que George Lucas était là. Il n'était pas juste là en train de poser ses pions et regarder ce qui se passe. Le film, il l'aura bel et bien écrit, il aura été aussi aidé par Lawrence Kasdan, et au niveau de la production, il aura été aidé par Gary Kurtz. Mais eux, il va y avoir encore une fois un conflit entre les deux qui va faire que Gary Kurtz va tout simplement quitter Lucasfilm. Et d'ailleurs, Gary Kurtz plus tard dira beaucoup de choses assez négatives sur George Lucas concernant les directions qu'il a prises avec Star Wars, notamment au niveau de l'épisode 6, et tout ce qui se passera ensuite avec les fameuses rééditions, tout ce genre de choses. Bref, en tout cas, George Lucas, l'Empire contre-attaque, c'est un succès critique. Encore maintenant, beaucoup le considèrent comme le meilleur Star Wars, et sûrement avec le plus gros cliffhanger de l'histoire du cinéma, notamment avec le fameux « Je suis ton père » de Dark Vador. Bref, ce film est génial et toujours actuellement incroyable. Star Wars épisode 6, ça va continuer, et du coup, George Lucas va prendre le choix de faire une fin heureuse, avec la fameuse rédemption de Dark Vador. Première chose qui, je pense, va le faire un petit peu tourner en fait du mauvais côté par rapport aux fans, puisque les fans, des gens qui vont apprécier bien évidemment ce qui a été fait, mais d'autres vont clairement ne pas suivre George Lucas là-dessus, et là il va un peu passer du côté un peu néfaste, c'est-à-dire que les fans hardcore vont le prendre en grippe, ça va devenir vraiment assez compliqué, et George Lucas d'ailleurs va se retrouver un petit peu en retrait suite à Star Wars épisode 6, bien que ce soit Richard Marquand qui l'ait réalisé, on va se retrouver tout de même dans une position pour George Lucas un peu délicate par rapport aux fans. Et ça va pas du tout aller de mieux en mieux, puisque derrière il va y avoir ces fameuses rééditions, donc que vous connaissez maintenant, où il va rajouter certaines scènes en 3D, où il va un petit peu changer le montage, tout ce genre de choses, ce qui va être très très mal vu, et je trouve que c'est à juste titre. Alors, à titre personnel, je ne dirai jamais de mal de ces éditions que l'on peut avoir maintenant, puisque j'ai grandi avec elles, et fondamentalement parlant, elles ne changent pas la vision des films, je trouve. Alors il y a certaines personnes qui vont un peu chipoter, notamment surtout sur le Han Solo Shot First. Mais à part ça, je trouve que vous regardez les changements qui ont été faits, ça change pas du tout la perception, ni le déroulé du film. C'est des changements plutôt esthétiques. Et des fois, certains changements ont été bons. Par exemple, la victoire sur Andor, avec justement l'ajout des mondes de Coruscant et une musique beaucoup plus dynamique dans Star Wars épisode 6. Je l'ai trouvé sympa. L'addition de Hayden Christensen aussi. Moi, j'ai pas eu trop de soucis, honnêtement. Je ne pourrais pas dire de mal de ces éditions, comme j'ai dit. Et au final, ces éditions n'ont pas tant fait de mal que ça, je trouve, puisque de nos jours, tout le temps, les gens aiment toujours autant Star Wars et des jeunes aiment toujours autant découvrir cette saga. Donc je pense que, honnêtement, il y a un engouement qui est, pour moi, justifié, surtout par rapport aux prises de position de George Lucas. George Lucas, il faut savoir que de base, il était contre, par exemple, la colorisation de certains films en noir et blanc d'époque. C'est assez ironique, quand derrière lui-même vient retaper dans ses propres œuvres. Maintenant, si je me fais avocat du diable, George Lucas, lui, c'est son œuvre, c'est sa production, c'est lui le créateur, il a en droit de retoucher un peu son œuvre pour faire en sorte de la faire correspondre un maximum à sa vision. Mais encore une fois, je comprends clairement l'agacement des personnes à ce moment-là, et même encore maintenant, c'est encore un sujet qui revient assez souvent là-dessus. Je le comprends, tout à fait. Je le comprends tout à fait, puisqu'il y a eu plusieurs phases de réédition, comme je l'ai expliqué.
Par exemple aussi dans Star Wars épisode 5 avec Boba Fett qui sera redoublé par Temuera Morrison. Après je trouve ça bien pour le coup, parce que à titre personnel je trouve que ça assure une cohérence avec la prélogie forcément à l'époque, mais plus tard avec le lore en entier. Mais je comprends, et puis des fois il y a certains ajouts, c'est vrai, certaines scènes qui ne sont pas du tout utiles je trouve, et qui sont en plus en CGI qui est un peu bizarre. C'est un peu dommage, c'est vrai sur certaines scènes, mais encore une fois je trouve que ça dénature pas le film et ça n'enlève pas les chefs-d'œuvre que c'est. C'est ça le plus important je trouve dans cette histoire. Ensuite alors viendra l'heure d'écrire une prélogie pour George Lucas. Là il sera attendu de pied ferme, faut dire ce qui est, il sera attendu de pied ferme. Alors la réédition et la prélogie ça vient dans le même chrono, c'est dans la même timeline, sauf que là l'épisode 1 va sortir. Et vous connaissez l'accueil de l'épisode 1, j'ai déjà parlé, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur la prélogie, il y a déjà 3 vidéos consacrées à la prélogie Star Wars. Mais bref, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, même si maintenant, de nos jours, les films sont vachement réhabilités, à juste titre d'ailleurs. Je pense qu'ils n'auraient jamais dû être détestés comme ils l'ont été, que ce soit le 1, le 2, le 3 je ne le citerai pas parce que le 3 a directement eu un très gros succès. Mais le 1 et 2 pour moi ont été vraiment malmenés injustement. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, je vous invite bien évidemment allez voir mes vidéos que j'ai faites sur la prélogie Star Wars. Je pense que comme ça vous aurez mes arguments justement qui défendent ces films là. Et n'hésitez pas tout simplement à me faire un petit retour d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. La prélogie passe et là George Lucas c'est vrai que, comme je l'ai dit, une relation très conflictuelle avec les fans. Et je trouve ça un peu dommage, franchement je trouve ça un peu dommage. Au final George Lucas c'est devenu un peu celui qu'il n'aurait pas voulu être je pense. Parce que quand on prend le George Lucas jeune, qui lui était plus orienté vers les films d'auteur, qui était orienté vers utiliser le cinéma pour faire passer des messages, comme je l'ai dit, faire des documentaires aussi. Il était vraiment fan de faire ce genre de choses. Et au final, bah il est devenu l'histoire du cinéma. Actuellement, je pense que c'est la première fortune des cinéastes que l'on connaisse. En même temps, derrière, il a vendu la licence Star Wars, il a vendu Indiana Jones, il a vendu en fait sa boîte Lucasfilm à Disney. Il s'est fait littéralement des couilles en or là-dessus, faut dire ce qui est. Même si derrière, il a beaucoup critiqué ça à titre juste, je trouve, à titre juste. Mais bon, il a quand même signé le papier pour toucher ses milliards, donc au final, ouais, George, je suis d'accord avec toi, mais derrière, t'as signé, tu vois ce que je veux dire. T'as signé, donc je comprends que derrière, il aime dire que Disney, voilà, c'est des esclavagistes, il me semble que d'ailleurs, il s'était excusé par rapport à ça. Mais quand même. Après, bon, je me mets à sa place, c'est vrai que t'as une relation très conflictuelle avec les fans. Les gens, clairement, beaucoup te font comprendre qu'ils ne t'aiment pas, que t'as détruit leur licence préférée, c'est ça qui est fort quand même, c'est qu'il a reçu vraiment des choses horribles dans la gueule, alors que c'est lui le créateur. C'est lui le créateur, mais c'est lui qui s'est fait abattre comme pas possible. Et au final, bah ouais, tu te dis, les gens ne veulent plus de moi, ils sont pas satisfaits de la direction que j'ai donnée, bah ok, bah je laisserai ma licence à d'autres personnes qui feront sûrement mieux. Au final, spoiler, ils font clairement pas mieux, même c'est encore plus divisé qu'à l'époque. Et maintenant, les gens réclament le retour de George Lucas, et c'est ça que je trouve assez ironique avec la communauté, parce que là, on va parler uniquement de la communauté Star Wars, c'est que ils l'ont descendu, ils l'ont fait passer pour un moins que rien. Ça a été vraiment juste très loin, il a même reçu des courriers de menaces, etc., des trucs de fou furieux. Et le jour où il part, il le réclame. Et c'est là que, justement, Star Wars, de toute façon, est connu pour avoir une communauté extrêmement toxique, malheureusement. Cependant, on a parlé de Star Wars, ça a fait forcément ça a pris une grosse place sur cette vidéo, mais il faut aussi parler de Indiana Jones, réalisé par Steven Spielberg, avec justement aussi Lawrence Kasdan pour l'aider à écrire les dialogues de cette premier opus, Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec Harrison Ford dans le premier rôle. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, je vous invite à aller la voir, comme ça au moins, de toute façon, je vais pas développer quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Ce qui est encore une fois fort, c'est que Indiana Jones, encore maintenant, c'est une saga qui a suivi les époques, et qui est devenue culte d'ailleurs, Alors, la réalisation est confiée à Steven Spielberg, bien évidemment, mais derrière, on a aussi ce qui s'appelle la création du personnage, la mise en place de l'univers, et c'est George Lucas qui est là, quoi. C'est George Lucas qui est là. George Lucas, quand vous regardez, il a pondu quand même 2 des plus gros univers de l'époque, et même encore maintenant d'ailleurs. Donc il va vraiment produire beaucoup de choses, George Lucas. Mais il y a aussi une autre chose qui n'est pas très connue à son sujet, c'est que George Lucas est bel et bien à l'origine des studios Pixar que vous connaissez maintenant du coup. En fait, si vous voulez, pour l'anecdote, George Lucas en 1979, lorsque Lucasfilm va justement bien se développer tout ce genre de choses, il va créer un service spécialisé nommé Graphics Group. Grosso modo, c'est un service de Lucasfilm qui avait pour but de pousser les limites de l'animation au plus loin, de développer de nouveaux logiciels, et comme je l'ai dit, de faire évoluer ces techniques-là. Grosso modo, en fait, George Lucas, ce qu'il était en train de faire indirectement en train d'essayer de créer et d'améliorer la CGI, de faire en sorte que ça devienne une technique courante, mais aussi de justement pouvoir améliorer l'animation.
comme vous pouviez connaître à l'époque. Les animations étaient faites par dessin, tout ce genre de choses. Là, le but, c'est de pouvoir faire justement un mélange de tout ça, c'est en fait, en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que ce service-là va pouvoir travailler en collaboration avec ILM sur certaines choses, notamment dans Star Trek 2, ils vont être là pour suppléer ILM pour faire les effets spéciaux et pouvoir commencer justement à utiliser ces techniques-là. Mais sachez que dans ce graphic group, justement, vous pourrez retrouver une personnalité assez connue maintenant du monde de l'animation qui est John Lasseter, qui est celui qui réalisera Toy Story numéro 1. Il faisait partie du graphics group justement parce qu'il avait été tellement curieux de voir comment tout pouvait évoluer qu'il a rejoint justement ce service finalement de Lucasfilm. Alors là, vous vous dites, mais comment du coup Pixar est né en fait? Parce que concrètement, actuellement, c'est toujours un service de Lucasfilm, il n'y a pas de création ou quoi que ce soit. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1986, on est après le retour du Jedi, les recettes de Star Wars chutent, parce qu'il y a forcément plus de films de prévus, et donc forcément moins d'achats de produits dérivés, tout ça, donc moins d'argent pour George Lucas. George Lucas va subir en plus un divorce qui va lui coûter vraiment cher. Il va faire Howard le canard qui va être un bide, mais vraiment un bide, que ce soit au niveau d'ailleurs critique ou au niveau financier. Le film est un nanar pas possible. Enfin bref, c'est la merde. Faut dire ce qui est, c'est un peu la merde pour lui. Et du coup, pour 5 millions de dollars, il va vendre son service Graphic Groups à Steve Jobs. Steve Jobs qui à ce moment-là aura fraîchement quitté Apple justement pour une première fois. Que Steve Jobs, il va clairement se rendre compte qu'en fait la société en fait coûte beaucoup trop cher et ne lui rapporte rien. Elle rapporte rien. Et du coup c'est à partir de là, si vous voulez, que John Lasseter va avoir un rôle très important qui en fait ils vont mettre les services qu'ils avaient développés au service de la publicité, c'est-à-dire qu'ils vont développer des publicités, etc. Ce qui va permettre un petit peu de sauver les comptes, mais ce qui va vraiment leur faire du bien, c'est lorsqu'en 1991, ils vont signer un deal avec Disney pour développer 3 films long métrages. Du coup, plus besoin de vous faire un dessin, de là est né le fameux Pixar que l'on connaît maintenant, Toy Story, Cars, bref, tous les classiques d'aujourd'hui ont pour origine Lucasfilm et George Lucas. Donc, encore une fois, on va répondre à cette question, est-ce que George Lucas est un artiste ? Bien évidemment que oui. Est-ce que George Lucas est un excellent businessman? Bien évidemment que oui. Est-ce que George Lucas s'est trahi par rapport à ce qu'il était initialement? Bien évidemment que oui. Pourtant, c'est mon idole. J'ai pas de honte à le dire. C'est vraiment dans le monde du cinéma, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Que ce soit dans son apport en termes d'effets spéciaux, que ce soit sa réalisation que moi je trouve exceptionnelle. Parce que faire des plans fixes, c'est souvent ça que je trouve un peu dommage d'ailleurs avec le YouTube français dans les vidéos que je vois sur lui. C'est que souvent, on voit le plan fixe comme une méthode de réalisation de branleur, concrètement. En général, on va te dire que ouais, il sait pas tenir sa caméra, etc. Alors qu'en réalité, quand on fait des plans fixes, bah moi je trouve qu'il y a une volonté d'apporter un plus. Certes, il y a de la simplicité de réalisation. Ok, c'est pas Martin Scorsese, c'est pas Christopher Nolan. Mais ce que je veux dire, c'est que utiliser les plans fixes, c'est pas forcément être juste là et poser sa caméra et attendre. Non, c'est travailler tout de même son image, la disposition de ses personnages, c'est créer de l'émotion. Moi, je trouve que l'utilisation des plans fixes, c'est justement plus compliqué parce que bah c'est fixe, voilà, ça peut pas être plus c'est pas plus dur que ça à expliquer. Moi, je trouve que utiliser des plans fixes comme l'a fait George Lucas, c'est aussi revenir sur des méthodes de réalisation qui étaient là dans les années 30-40. Donc très honnêtement, je trouve ça un peu dommage qu'on le fasse des fois passer pour un branleur. Maintenant, ce qui est un peu frustrant avec George Lucas, comme je l'ai disais, c'est qu'il est devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais voulu devenir et qu'au final, je pense pas qu'il se soit épanoui dans sa carrière au cinéma. Alors oui, il s'est fait de la thune. Ah oui, ça c'est clair, on peut le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je l'ai dit, ça a toujours été quelqu'un de décrit comme étant assez indépendant. Et d'ailleurs, ça, il l'a fait tout au long de sa carrière. Hein. Comme je l'ai dit, vous prenez le début de la vidéo où je parle de comment il était aux études. Et au final, maintenant, vous remarquez sur ça, il est resté droit. Mais je parle au niveau justement de ce qu'il voulait créer. Et par exemple, la prélogie qui a été énormément critiquée, je trouve, reprend les bases de ce qu'il voulait faire au final quand il était plus jeune. La prélogie, vous regardez, vous vous posez beaucoup de questions au niveau de la politique, la moralité finalement de l'histoire, la mentalité des personnages, les relations, tout ce genre de choses. Au final d'ailleurs, petit aparté sur la prélogie, la situation politique qui à l'époque était vue comme débile, mal écrite, finalement regardez notre monde aujourd'hui avec les taxations, tout ce genre de choses, est-ce que George Lucas encore une fois n'était pas visionnaire? Voilà, c'est un petit peu un petit pic que j'aime bien faire, parce que je vous dis, George Lucas, c'est un visionnaire. Artistiquement, je ne comprends pas comment des vidéos disant qu'il n'est pas un artiste peuvent exister, au vu de son travail dans l'histoire du cinéma. Alors vous me direz, créer des boîtes des sociétés de production et créer des filiales, ce n'est pas de l'art. Je l'entends. Cependant, je suis désolé, écrire un scénario comme Star Wars, participer de A à Z à la processus de production d'une trilogie, et aussi de création, parce qu'il y a toujours l'aspect scénaristique,
Le fait qu'il était vachement présent en post-prod, qu'il était là sur les montages, qu'il échangeait beaucoup avec les personnes qui lui faisaient des concept art, qu'il a utilisé le plus de maquettes possibles et imaginables, même à l'époque où on lui reprochait d'utiliser des fonds verts, en 1999, quand on lui a dit que son film c'était blindé de CGI, il avait en réalité fait un film qui utilisait le plus de maquettes de Star Wars plutôt. J'ai pas envie de m'avancer trop en parlant de l'histoire du cinéma. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est un homme qui toute sa vie aura été mis en doute, qui toute sa vie aura eu une vie complètement, comme j'ai dit, controversée. Alors, controversée d'un point de vue artistique, heureusement d'ailleurs. Il est réputé pour être quelqu'un de très gentil, et d'ailleurs, vous regardez, il a gardé sa simplicité. C'est littéralement le mec le plus riche d'Hollywood. Vous le voyez toujours avec sa même chemise de physicien depuis, depuis je sais pas combien d'années, avec ses petites baskets Décathlon là. Enfin, ça fait le personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, George Lucas, c'est un artiste. Parce qu'aussi, on le résume forcément à ses grosses licences, mais quand vous regardez American Graffiti, mais ce film est excellent. Et je suis sûr que si le nom n'était pas George Lucas, beaucoup plus de personnes en parleraient. Parce qu'à l'époque, il a eu son succès, etc. Mais maintenant, est-ce que vous entendez encore des gens en parler forcément d'American Graffiti? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et souvent d'ailleurs, les gens qui disent que George Lucas n'est pas un artiste, ils omettent. Mais ils oublient bizarrement de parler de cette œuvre-là. Bizarre, tiens. C'est bizarre. C'est... Bon bref, j'arrête un petit peu ce pressing concernant ceux qui aiment dire que George Lucas n'est pas un artiste. Mais concrètement, oui, pour moi, c'est un artiste. C'est un artiste et c'est un excellent businessman. Et à travers le business qu'il a pu faire, il a fait évoluer le cinéma. C'est pas comme s'il avait juste fait des choses où il s'était juste mis plein les poches et basta. Non. Vous regardez, le type est quand même à l'origine de Lucasfilm, qui est déjà forcément une grosse boîte de production. Il est à l'origine de Pixar, qui est une deuxième grosse boîte de production finalement. Il a créé ILM, il a participé à l'innovation des effets spéciaux. Certaines personnes le décrivent littéralement, comme je l'ai dit, comme le Léonard de Vinci du cinéma finalement. D'ailleurs, Léonard de Vinci est une figure historique que George Lucas apprécie beaucoup. Voilà, c'est la petite anecdote aussi qui est sympa à apporter, je trouve. Il a eu beaucoup de compliments, par exemple de la part de James Cameron récemment. Vous avez peut-être vu cette fameuse interview où ils sont en face à face et ils parlent du cinéma, tout ce genre de choses. George Lucas, même encore à l'heure actuelle, c'est une pointure du cinéma. Récemment, on l'a vu, il a parlé justement de l'intelligence artificielle, tout ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on va chercher un gars comme George Lucas? Parce que George Lucas, c'est une des personnalités les plus complètes de l'histoire du cinéma. Il est partout, il a fait tout. Il a littéralement tout fait, George Lucas. Il a même fait du montage. Même si c'était pas bon, il l'a fait. En fait, George Lucas, c'est littéralement l'illustration de « il y a que ceux qui ne font pas qu'on ne critiquera pas ». Bah lui, il a tout fait. Et il y a des choses où, ouais, ça a flop. Mais il y a des choses où ça a été un succès extraordinaire. George Lucas, en tant que scénariste, je suis désolé, c'est de la top. C'est du top niveau. Alors peut-être qu'on va parler de certains dialogues. Mais les dialogues, après, c'est fait pour être travaillé. Et puis, forcément, oui, ok, il y a des dialogues qui n'ont pas tout le temps été exceptionnels de la part de Lucas. Mais quand on regarde, est-ce que, parce que ça a été moins bon, ça veut dire que c'est forcément très mauvais? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, il a eu une phase de ventre mou dans sa carrière, notamment avec la sortie de Howard le Canard, tout genre de choses qui étaient vraiment... C'était très compliqué, franchement, c'était vraiment très compliqué, ce film. Je me souviens, il y a très très longtemps que je l'ai vu. Putain, quelle merde. Quelle merde. Mais, voilà, au final, George Lucas, ouais... C'est un artiste, pour moi c'est une des personnalités les plus complètes de notre époque en termes de cinéma. Toute sa carrière, il a voulu rendre hommage à ses idoles et à ce qu'il a aimé dans sa jeunesse, que ce soit les courses de voiture, que ce soit Kurosawa, la culture japonaise en général, que ce soit la mise en scène même de ses courses-poursuites. Je trouve que George Lucas, pour le coup, en fait, il s'est un peu trahi sur ce qu'il était à la base, mais au final, il a su conserver finalement cette certaine authenticité, je trouve. Donc, je vais pas faire cette vidéo et la conclure en vous disant que oui, il y a que ça, ou non, il était que comme ça. Je pense que c'est un personnage qui est nuancé artistiquement, tout simplement. Comme tous les plus grands d'ailleurs. Vous regardez, que ce soit en termes de peinture, que ce soit des Van Gogh ou ce genre de choses, ils étaient nuancés. Vous regardez Léonard de Vinci, il avait de la nuance. Et vous regardez George Lucas, il a de la nuance. Et j'assume clairement ce que je suis en train de dire. C'est la preuve que c'est un grand artiste, justement. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de faire la vidéo la plus complète et la plus concise possible, parce que je pense que si je raconte tout en détail de George Lucas, on peut partir sur un documentaire de 3 heures. Et donc là, la vidéo va faire au moins 40 bonnes minutes, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez au rendez-vous sur les likes, vraiment c'est super important,
En plus, ça signe un peu mon retour. Je vous mens pas que j'ai galéré à filmer, vous le sentirez peut-être pas au montage, mais avec les restes dans ma voix, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très heureux d'être de retour sur YouTube. J'ai hâte d'être ce week-end pour vous raconter ma rencontre avec Hayden Christensen. N'hésitez pas encore une fois à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, c'est super important pour moi d'avoir vos retours, savoir ce que je peux améliorer, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Si vous avez aussi des choses à rajouter par rapport à George Lucas, si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas, l'espace commentaire vous est réservé. N'hésitez pas, encore une fois, si vous vous abonnez, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, que ce soit aussi rejoindre mon Discord, c'est hyper important. Mais aussi, je tenais à vous le dire, il va y avoir durant les vacances un live où je vais faire un peu tout de jeu, hein, des jeux comme Star Wars Galaxies, Star Wars The Old Republic. Je vais faire le test, je sais pas si je ferai sur cette chaîne YouTube ou si je vais créer un Twitch ou si je vais le faire sur une autre chaîne YouTube exprès. Dans tous les cas, je reviens vers vous avec un sondage directement auquel il faudra tout simplement répondre afin de pouvoir savoir comment je vais m'organiser. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Louitos, je vous dis à la prochaine, salut à tous!